Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce jeudi, les résultats officiels provisoires confirment le triomphe de PASTEF. Le parti présidentiel obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 130 sièges. 11 autres formations politiques se partagent les 35 restants, dont 16 pour la coalition Takuwalu de Macky Sall. Les formations politiques ont 5 jours pour introduire des recours devant le Conseil constitutionnel. Qu'attendre de la 15e législature? Quel enseignement tirer du scrutin et de la large victoire de PASTEF? On en parle avec le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste, et Mamadou Seck, expert électoral. À la une également de l'actualité, la journée internationale de la pêche à Saint-Louis. Les acteurs demandent la résolution définitive du problème de la brèche. Selon les acteurs, l'arrêt des accords de pêche est de bon augure pour la suite. Reportage à suivre. L'actualité, c'est aussi les concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement à Kaolack. Nous voulons garantir un accès universel à l'eau multi-usage et au service de l'assainissement, a dit le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La Commission nationale de recensement des votes confirme le triomphe de PASTEF. Le parti présidentiel gagne la majorité absolue avec 130 sièges. Les résultats officiels provisoires ont été rendus publics cet après-midi. Le point avec Mamadou Gueye, avec Alassane Diop, À l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives ce jeudi au Palais de la Justice, la Commission nationale de recensement des votes confirme les tendances. Sur un total de 7 371 891 inscrits, la Commission annonce 26 326 bulletins nuls avec un suffrage valablement exprimé qui s'élève à 3 623 633. Le parti PASTEF arrive en tête sur la liste proportionnelle avec 29 sièges, suivi de la coalition Takuwalu, 8 sièges, Djamak Ndiring, 5 sièges, Samoussa Kadou, 3 sièges, pour ne citer que cela. Sur les deux listes confondues, nationale et départementale, PASTEF totalise 130 sièges, 16 sièges pour la coalition Takuwalu, Djamak Ndiring qui arrive à la 3e position avec 7 sièges, ensuite Samoussa Kadou, 3 sièges, la Marche des Patriotes, And Naoulé, 2 sièges, And Bessel Sénégal, 1 siège, Sopi Sénégal, 1 siège, Sénégal Kessé, 1 siège, Farlou, 1 siège, Andasiko Tengir Sénégal, 1 siège, les nationalistes, 1 siège, et enfin, Kirai Aknatangé, 1 siège. Ces résultats devront être confirmés par le Conseil constitutionnel. Amadou Lamine Diop, député PASTEF, va faire ses premiers pas au Parlement, premier non-voyant élu député à l'Assemblée nationale, une première dans l'histoire politique du Sénégal. Son portrait avec Dissa Prera. Il est le premier député non-voyant de l'histoire élu à l'Assemblée nationale du Sénégal. Un geste hautement symbolique, un pari audacieux, un message fort en faveur de l'inclusion et de la résilience des personnes vivant avec un handicap. Mais pour Amadou Lamine Diouf, cette décision du président Ousmane Sonko rentre dans l'ordre normal des choses. Lolu pour man warul nek dara, warul nek un événement. Élire un non-voyant pour la première fois à l'Assemblée nationale ne doit pas étonner les gens. C'est un non-événement. Parce que dans mon fort intérieur, depuis que je ne vois plus, je fais tout pour vivre comme tout le monde. Mais aussi, il y a d'autres facultés à développer. Ça ne doit pas être une équation. La mission qui l'attend au sein de l'hémicycle est claire dans sa tête. Lamine Diouf, comme on le surnomme, sera la voix de cette catégorie de Sénégalais souvent marginalisés dans les instances de décision. Ndax dafa amone ben image bu figée pour ko xamantene mu ngi dundé ben lago Sénégal soit
Il y avait une image figée des handicapés. Soit ils sont marginalisés, soit ils sont réduits à la mendicité, ou on reste toujours dépendant. Mais il faut changer tout cela, il faut changer ce regard, faire en sorte qu'on soit autonome avec nos droits et nos devoirs. Son militantisme a démarré avec PASTEF. Il est le premier militant du parti d'Ousmane Sonko au royaume chérifien. Un engagement patriotique entier et sans relâche. Je n'ai jamais milité dans un parti politique, mais c'est en 2014 quand j'ai entendu le discours de PASTEF. C'est comme si c'était devenu une passion chez moi et je me suis engagé et depuis lors, je ne me suis jamais arrêté. Voilà. L'élection d'Amadou Lamine Diouf marque un tournant dans l'histoire politique du Sénégal. C'est la voie à une représentation plus inclusive où chaque citoyen, quelle que soit son origine et son handicap, peut trouver sa place. C'est plus qu'une élection, cela signifie davantage de justice et d'équité. On continue de parler de ces résultats dans Soir d'Info la suite avec le professeur Babacar Gueye et Mamadou Seck, expert électoral. L'actualité, c'est aussi les concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement qui se déroulent à Kaolack. Dans un message par visio, le chef de l'État s'est exprimé. Nous voulons garantir un accès universel à l'eau multi-usage et au service de l'assainissement, a dit le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. L'accès à l'eau et à l'assainissement seront une surpriorité du gouvernement. Voici le ministre en charge du secteur, Cheikh Tidiane Dièye. Puisqu'en choisissant Kaolack, nous faisons déjà une étape, un pas vers la concrétisation du choix du président de la République d'aller vers la territorialisation à travers des pôles. Il y a 8 pôles territoriaux autour desquels la nouvelle approche de la mise en œuvre du paradigme vers un Sénégal souverain, juste et prospère avec la vision 2050 sera mise en œuvre. Et c'est pour cette raison qu'en choisissant Kaolack, nous voulons aussi dire à tous nos concitoyens que l'accès à l'eau et à l'assainissement sera désormais une surpriorité du gouvernement. Nous ferons en sorte, pendant ces 3 jours, à travers les groupes de travail qui seront installés, qui travailleront sur l'accès, mais l'accès sous l'angle de la justice et de l'équité. Nous avons trouvé sur place, dans notre pays, une sorte de différenciation hydraulique urbaine, hydraulique rurale, qui pose beaucoup de problèmes, notamment au milieu rural. La réflexion qui sera menée visera à ne voir que le Sénégalais, qu'il soit de l'urbain ou du rural, l'État lui doit une eau en quantité, en qualité et à bas coût. Des réflexions seront menées dans ce sens. Nous mènerons également des réflexions sur la gouvernance du secteur, par les réformes institutionnelles, le dispositif organisationnel et la nouvelle régulation à mettre en place. Nous parlerons ici de l'hydrodiplomatie et de la gestion des bassins transfrontaliers que nous avons en partage avec l'ensemble de nos communautés. Et ces concertations démarrent en même temps que la journée internationale de la pêche célébrée ce jour. À Saint-Louis, les acteurs demandent la résolution définitive du problème de la brèche. L'arrêt des accords de pêche, une bonne augure pour le secteur, surtout pour le secteur de la pêche artisanale. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Ce 21 novembre est célébrée la journée internationale de la pêche. À Saint-Louis, où l'économie est supportée par ce secteur, les pêcheurs se prononcent sur l'importance de cette journée et sollicitent l'accompagnement de l'État pour le dragage de la brèche. Notre problème, c'est d'abord les licences de pêche avec nos voisins de la Mauritanie. Si la brèche est draguée, on peut dire que tout le problème des pêcheurs est résolu. La pêche sera plus facile pour les pêcheurs. L'État sénégalais a décidé récemment de ne pas renouveler les licences de pêche avec l'Union européenne cette année. Les acteurs de la pêche de la vieille ville saluent l'initiative. Vraiment, nous sommes très contents. C'est une bonne décision pour permettre aux pêcheurs de travailler librement. La pêche peut développer le pays et c'est une activité qui peut nourrir des milliers de personnes. À Gendar, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui s'activent dans ce domaine. La campagne de pêche vient juste de démarrer à Saint-Louis, mais les étals des femmes transformatrices de la langue de Barbarie sont encore vides à cause de la rareté du poisson et des clients qui ne viennent plus ici pour passer leurs commandes.
Pour cette dame, trouvée au site de l'hydrobase, les nouvelles autorités doivent accompagner le secteur qui rencontre beaucoup de difficultés. Après la transformation en poisson fumé, on peut rester des jours sans. Les clients se font rares. Nous voulons actuellement un marché pour écouler nos produits. Les acteurs de la pêche de Saint-Louis attendent des nouveaux parlementaires, des plaidoyers forts pour résoudre définitivement le problème de la brèche après leur installation à l'hémicycle. C'est la rareté du poisson à Saint-Louis, constatée ici également dans la capitale. Nos équipes ont fait le constat au marché. C'est un reportage de Mamadou Key et Diafaraba. Marché Gueule Tapée. Ici, des poissons de différentes espèces sont étalés sur des tables. Seulement, ils ne sont pas à la portée de tous à cause de leur prix élevé. Les poissons ne sont pas faciles à obtenir, pas du tout. On ne sait pas ce qui se passe en mer, mais si ce n'est pas abondant pour les pêcheurs, ça va nous impacter. On prie le bon Dieu pour que cela revienne à la normale. Le prix des poissons est très élevé par rapport au passé. Ce qu'on achetait à 15 000 francs, maintenant il faut payer 25 000 pour l'avoir. Cette vendeuse de poissons n'est pas totalement du même avis. Elle trouve que les choses vont de mieux en mieux. Avant c'était dur, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Nous avons beaucoup d'espèces de poissons, même ceux qui avaient disparu sont de nouveau disponibles sur le marché. Actuellement, on pèse les poissons. Pour les plus grands, les prix varient entre 3 000, 5 000 et 6 000 francs, mais cela dépend du poisson qu'on souhaite acheter. Notre seul problème, c'était la licence. Imaginez qu'on achète une licence à 4 millions et qu'elle expire avant 6 mois. À cela s'ajoutent les frais. C'est vraiment dur. Même pas 6 mois. Awaba est une cliente trouvée sur les lieux. Selon elle, le panier de la ménagère n'est plus lourd à cause du coût élevé des poissons. Les poissons ne sont pas accessibles, tout est cher. Avec 3 000 francs, on ne peut pas acheter de poissons, alors qu'on n'a pas de quoi payer pour les autres frais. La seule solution, c'est d'acheter le yaboy à 500 francs. Sinon, il n'y a pas de poisson à bas prix. Les acteurs liés à la raréfaction des produits halieutiques aux accords de pêche avec l'Union européenne qui ne seront pas renouvelés. Sur ce, le secteur de la pêche doit être normalisé afin que le thieboudia, notre plat national, retrouve son lustre d'antan. Merci Mamadou. L'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture et l'UCAD en partenariat avec le programme EAF Nansen de la FAO et le gouvernement du Sénégal ont axé leur réflexion sur une espèce qui devient de plus en plus rare. Il s'agit de la sardinelle, très consommée au Sénégal. Comment arriver à une gestion concertée des stocks de sardinelles pour le bénéfice des communautés? Élément de réponse à la Sanpa. Ils ont choisi à travers cette journée d'échanger sur une espèce qui selon eux est très importante, les sardinelles, une des espèces les plus débarquées au Sénégal, les plus consommées mais qui deviennent de plus en plus rares. Du fait de la surexploitation mais également des usines de farine de poisson. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un débat qui s'oppose. L'autre particularité également, c'est une ressource qui n'appartient pas seulement au Sénégal. Donc ce sont des espèces qui se déplacent le long des frontières entre le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, la Gambie, même jusqu'en Guinée-Bissau. Ces échanges qui regroupent des experts vont permettre de dégager des pistes de réflexion pour une gestion concertée des stocks de sardinelles. En raison de plusieurs facteurs, cette espèce a tendance à migrer le long des frontières. Aujourd'hui, elle est au Sénégal, demain, elles sont en Mauritanie. Là, il faut que les gouvernements de ces différents pays puissent se concerter et prendre les mesures qui sont nécessaires. Sinon, on va vers le déclin de ce stock. Aujourd'hui, on sait qu'il faut impliquer davantage les acteurs, les pêcheurs, mais aussi les consommateurs dans la gestion de ces ressources. Il y a aussi un plan d'aménagement basé sur l'approche écosystémique des pêches qui est en cours d'élaboration et qui sera validé très prochainement avec l'appui de la FAO, à travers le projet EAF Nansen. Il faut de cela et que la sardinelle est une ressource partagée entre plusieurs pays. Donc il faudrait donc concerter davantage pour avoir une pêche durable. Donc la FAO soutient donc les pays et notamment de la sous-région pour notamment définir ensemble des plans d'aménagement concertés
pour une gestion de la ressource très durable. Le thème de cette journée est l'importance d'une gestion concertée des stocks de sardinelles pour le bénéfice des communautés qui en dépendent. Elle est inscrite dans le cadre de l'initiative Sardinelles partagées, dont l'objectif est d'assurer une gestion durable de ces ressources essentielles. Merci Alassane. Tout autre chose, vive tension à Faoun, localité située dans le département de Bounkiling, entre des élèves et des forces de l'ordre, au moment où les élèves réclament 3 professeurs. 10 élèves ont été arrêtés. Explication, Bakary Conté. Vivent dans la commune de Faoun entre les élèves du collège de la localité et les éléments de la brigade de gendarmerie mixte de Bounkiling. Plusieurs élèves ont été interpellés et conduits dans les locaux de la gendarmerie. Le principal du collège qui s'opposait à l'arrestation de ces élèves a été aussi arrêté. Tout est parti d'un mouvement de grève déclenché par les potaches dénonçant le déficit de professeurs dans leur établissement. Ils réclament 2 professeurs de sciences et un professeur d'EPS. Au moment où ils délogeaient les élèves, ils avaient aussi occupé la transgambienne, l'axe Sénova Carrefour Garoumé. C'est ainsi qu'un bus a renversé un conducteur de moto Jakarta et a pris la fuite sans s'arrêter. Les enfants en colère ont décidé alors de barrer la route nationale numéro 4 et de déloger les élèves de l'école élémentaire du village. Informés, les forces de l'ordre à bord de 3 pick-up ont lancé des grenades lacrymogènes. Les élèves ont riposté avec des pierres. Une femme est blessée par les gendarmes. Les populations très excitées sont sorties massivement. 10 élèves arrêtés, nous y reviendrons avec vous, Bakary. 24 tonnes de pneus usagés destinés au Sénégal saisis pour non-conformité car leur utilisation pourrait être dangereuse pour la sécurité routière. Cette information donnée par le quotidien L'Observateur ce matin. Des professionnels du secteur se réjouissent. Reportage Habib Faye. Cet article du quotidien d'information, L'Observateur, sonne l'alerte chez les vulcanisateurs. Dieu merci qu'on a pu saisir ces pneus usagés, sinon ce serait l'hécatombe au Sénégal. Les utiliser serait dangereux. 10 ans maintenant, Kassan Gueye est en contact avec cette matière. Trouvé dans son atelier en train de vérifier les bons pneus, ce vulcanisateur ne badine pas avec la qualité de ses outils de travail. Il fustige l'usage des pneus usagés. Ces pneus, nous les achetons dans les conteneurs. Mais avant de les acheter, nous vérifions d'abord la qualité. Si on achète la mauvaise qualité, on risque de perdre notre argent. Imaginez, vous vendez un pneu à un client 3 jours après l'utilisation. Le pneu s'éclate, c'est de votre faute et vous perdez votre argent. Des pneus importés au Sénégal leur facilitent souvent le travail. Mais selon eux, il est important de distinguer la bonne qualité. Il faut savoir distinguer un pneu d'occasion et un pneu usagé. Le pneu usagé est celui qui est complètement détruit. On ne peut plus l'utiliser. Par contre, le pneu d'occasion est régi par des normes d'utilisation. Il faut observer les signes que fait le pneu s'il n'est pas de bonne qualité. Il a l'air d'être dévissé et là, vous devez sentir qu'il y a une anomalie. Il devient alors obligatoire de stopper le moteur et de voir ce qui ne va pas. Et si vous n'y parvenez pas, allez voir le vulcanisateur. Sinon, bonjour les dégâts. Le danger est énorme. Le véhicule peut même s'écrouler et ça peut entraîner la mort. 24 tonnes de pneus usagés destinés au Sénégal ont été interceptés pour non-conformité car leur utilisation pourrait être dangereuse pour la sécurité routière du pays. Merci Habib. Toute prévalence du sida, la région de Kolda plus touchée dépasse de 5 fois la moyenne nationale. La région, ainsi Kolda devient la région la plus affectée du Sénégal. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté. Le sida est toujours présent au Sénégal et l'une des régions les plus affectées demeure celle de Kolda, où le taux de prévalence est supérieur à la moyenne nationale de 1,5, 5 fois plus que la prévalence nationale. Puisque nous savons que dans la région de Kolda, qui a une prévalence très élevée par rapport aux autres régions de ce pays,
Donc la prévalence de Kolda est présentement à 1,5 au même moment où la prévalence nationale est à 0,3%. Donc ça fait 5 fois la prévalence nationale. Cette région transfrontalière fait que la charge virale reste élevée avec le déplacement des populations qui occasionne parfois des perdus de vue. Nous avons d'autres réalités. Il y a aussi la lutte transfrontalière. Vous savez que Kolda, par exemple, est frontalier avec 3 pays, les 2 Guinées et la Gambie. Et vous savez aussi que tous ces pays qui nous entourent ont des prévalences supérieures aux nôtres. Et on sait que c'est des populations qui sont très mobiles. Kolda compte actuellement plus de 1800 personnes vivant avec le VIH. Actuellement, qui prend régulièrement en charge 1834 personnes vivant avec le VIH. Et parmi cette file active, comme on le dit, ce sont les patients qui sont régulièrement suivis et qui viennent à leur rendez-vous. Nous avons des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes. Donc nous avons 1394 femmes qui sont régulièrement suivies, 430 hommes régulièrement suivis. Et dans cette file active, nous avons également des enfants, je le disais tout à l'heure. Les enfants pour la tranche d'âge 5-10 ans, nous avons 57 enfants que nous suivons régulièrement au niveau de cette unité de traitement du district sanitaire de Kolda. Dans cette région, près de 150 enfants aussi sont atteints de cette maladie avec une forte incidence de la transmission mère-enfant. Pour le nombre d'enfants, les enfants qui sont PIV-VIH, on est aux alentours de 150 à 160 enfants qui sont suivis pour le VIH. Ici, c'est les transmissions mère-enfant. Donc, c'est des mères qui sont PIV-VIH et qui ont transmis à leurs enfants. Et donc, c'est les plus fréquents. Exceptionnellement, également, on peut retrouver des enfants qui ont été victimes de viol ou bien qui ont été victimes d'abus sexuels et qui ont été infectés. Mais sur la cohorte, la majeure partie de ces enfants-là, c'est une transmission mère-enfant. Avec une population de plus en plus pauvre, la prise en charge de la maladie devient difficile. L'hôpital met en œuvre pour que les patients puissent prendre correctement et gratuitement les antirétroviraux. Les ARV, d'abord, les ARV sont gratuits. Mais actuellement, on a sensibilisé beaucoup de patients qui ont adhéré dans des mutuelles de santé. Et pour ça aussi, pour faire des analyses et autres, ils viennent faire des analyses et autres sans avoir de problème. Et parfois aussi, il y a l'administration qui nous aide dans la prise en charge de certaines analyses et autres. À Kolda, les indicateurs sont au rouge. Le VIH continue de gagner du terrain. Mettre en place des stratégies de lutte demeure primordial et impératif. Merci Fat Bintou. Le reportage du jour nous mène en France, à Paris, dans le 18e arrondissement. Les premières neiges en plaine, vous allez le voir, ne refroidissent pas la détermination des émigrés sénégalais à gagner dignement leur vie. C'est un reportage à Château-Rouge avec Pafarming. Premier jour de neige à Paris, mais partout dans la ville, les gens s'activent et vaquent à leurs occupations. Même les Sénégalais en plein hiver bravent le froid pour aller travailler dans ces conditions extrêmes. Il pleut ou qu'il neige, ici les Français vont au travail. Je conseille à tous nos compatriotes, surtout ceux qui sont au pays, de s'inspirer de ce modèle, c'est-à-dire le travail à tout temps. Même si c'est dur, je gère. C'est pour notre développement. Moi, je viens du Baol qui est souvent très chaud. C'est ça. Il faut toujours croire en soi et travailler partout où vous êtes et montrer un bon visage pour ton pays. Beaucoup d'entre eux s'activent dans des domaines différents, comme ici à Château-Rouge, où on dirait qu'on est en pleine ville, à Sandaga. Nous avons beaucoup de clients qui viennent un peu partout, des Ivoiriens, des Sénégalais et autres nationalités. Vraiment, nous remercions le bon Dieu. Ici, les Sénégalais sont très actifs. Oui, on remercie le bon Dieu et ça se passe très très bien. Ici, nous vendons des tchofs. On fait 4 à 5 tonnes par semaine. Toutefois, ils déplorent les morts dans les océans et dissuadent des jeunes de ne pas risquer leur vie dans les pirogues.
Vivre en Europe, c'est pas facile. Parfois, c'est différent de la réalité. Mais si tu travailles bien, tu pourras s'en sortir. Je conseille à tous les jeunes de ne pas prendre des pirogues pour venir en Europe, car rien ne vaut la vie. Malgré le froid glacial avec la neige, les Occidentaux continuent de travailler, une manière d'inciter les autres aussi à travailler, même avec des conditions météorologiques difficiles, car le développement a un prix. Absolument, Pape Farah, et sortez couverts. Merci pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. dans un instant, Soir d'info, la suite avec le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste, et Mamadou Seck, politiste et expert électoral. A tout de suite.